Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, le book haul du mois de mars. Sachez que si j'ai l'impression d'avoir fumé un truc, ce n'est pas parce que j'ai fumé un truc, c'est que je suis malade, je suis enrhumée. À tout moment, mon nez devient rouge, à tout moment, je m'étouffe avec ma propre salive. Mais on va commencer le petit book haul du mois de mars. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, contrairement au dernier mois. J'ai craqué sur plusieurs choses, faut dire que les salons ont repris. Il y a quelques services presse que je vais vous présenter avec de nouvelles maisons d'édition, parce que c'était aussi le but de vous présenter des indépendants ou de vous présenter des maisons d'édition qu'on voit pas partout sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite parce qu'il y a du taf. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler deux petites choses. Les petites dates de dédicace, voilà, qu'on a donc ce week-end à Caen. La semaine prochaine, je serai à Arras au Légendarium avec la Reine de Fer, bien sûr, qui vient de sortir et que je vous présenterai rapidement juste après. Et à la fin du mois, je vais à Toulouse, à Imaginalive, donc c'est juste à côté de Toulouse, c'est à Portée-sur-Garonne. Sachez que c'est la seule date que je fais dans le sud de la France. Donc si vous voulez acheter le livre ou faire la rencontre avec ma personne, voilà, ça sera le moment. Et il y aura aussi normalement une petite conférence avec donc une autre maison d'édition et les Trois Nornes dont je suis invitée. Donc voilà, si vous avez envie de vous y rendre. Et au mois de mai, les deux dates de sûr, c'est Westurland et les Imaginales. Pour le coup, je voulais absolument vous présenter, avant de commencer ce book haul, le premier livre qui rentrait dans mon cœur, mais qui aurait aussi rentré dans ma vie, hein, pas dans ma palle, parce que je l'ai lu un certain nombre de fois, parce que je l'ai quand même écrit. Je vous présente donc La Reine de Fer, la suite et la fin des Voix de l'Oporum, donc la suite et fin de La Gardienne du Chardon. Mon dernier né, ma dernière publication. C'est un livre qui suit vraiment le tome 1, voilà, on reprend l'action quasiment immédiate res. C'est du steampunk, du fantastique et de l'historique dans un même roman qui donc clôture cette duologie réservée plutôt aux adultes, où on suit donc un monde où il y a eu un bouleversement au XVe siècle, l'arrivée de sources, qui sont des créatures capables de certains dons et qui ont échangé certains dons avec des grandes familles du monde entier pour instaurer une paix, sauf que cette paix ne va pas perdurer, et Victoria notamment est l'une des causes de la fin de cette paix, puisqu'elle se nourrit de ses sources, qui la rendent beaucoup moins humaine du fait qu'elle devient immortelle. Et donc Victoria a une politique en place dans son pays assez violent, et à Londinium, donc la ville dans laquelle le palais est suspendu, là où elle vit, cette sorte de Buckingham qui flotte au-dessus de Londres, est un peu à feu et à sang, car il y a des rebelles étrangers qui tentent tout pour renverser Victoria. Ça, c'est pour le contexte politique un petit peu flamboyant, un petit peu dangereux. Et on va suivre Isobel Galloway, qui est une des héritières de la couronne d'Écosse, qui vit comme une sorte d'otage à la cour de la reine Victoria depuis qu'elle est enfant, et qui va subir le pire, c'est-à-dire perdre sa sœur aînée. Blair Galloway, c'était tout pour Isobel, et cette jeune femme devait même épouser le fils de la reine Victoria, mais 3 jours avant le mariage, on la retrouve morte, et tout le monde lui dit c'est parce qu'elle a attenté à sa propre vie, sauf qu'Isobel n'y croit absolument pas, va essayer de savoir ce qui se passe, mais surtout de survivre sans sa sœur qui l'a protégée du mal qui est Victoria, dans une cour qui lui veut la peau de par sa nature, mais aussi parce qu'elle est écossaise. Le premier tome est plus un tome de mise en place de l'univers, développement des personnages, complot politique, présentation du monde et comment ça fonctionne. Ce deuxième tome est beaucoup plus dans l'action, dans le voyage, on va rencontrer plein de cultures différentes, vous allez retrouver Isobel plus en forme que jamais, voilà, suite à la fin du tome 1 qui se finissait un petit peu en cliffhanger, et on va aborder encore les thèmes de la famille, de la responsabilité, du pardon, des fautes, des maladies mentales. Vous allez retrouver autant, dans celui-ci vous allez voir il y a beaucoup plus de points de vue qui sont mis en avant, vous allez être partagé entre les points de vue et même ça va questionner aussi parfois je pense votre vision sur le roman, voilà c'est un petit peu le but, et vous allez aimer et détester les personnages comme d'habitude. J'essaye toujours de faire des portraits de personnages qui sortent des clous, et Isobel n'est pas au bout de ses peines ainsi que tous les personnages avec tout ce qui va se passer, parce qu'il va s'en passer des choses plus ou moins tristes, plus ou moins épiques, et je vous laisse découvrir ça. C'est un énorme livre, pour tout vous dire, vu au nombre de signes que j'ai écrit et retravaillé, recorrigé avec les différents acteurs du monde du livre avec qui je travaille. Ça aurait clairement dû être en 2 tomes. Je vous avais promis une duologie. Promesse tenue, mais promesse qui a un coût. Celui-ci est à 28 € tout simplement parce que les prix du papier sont affolants. J'ai dû faire des concessions. C'est une mise en page assez dense. Sachez que vous allez avoir de la lecture et que de toute manière ce sont les prix actuels du marché, surtout pour des livres qui sont fabriqués entièrement en France, non distribués sur Amazon et imprimés sur papier recyclé et renouvelé. On a une démarche éthique et donc ça a forcément un coût. Mais je suis très contente. La couverture est faite par Gustave Auguste. On a
repris un petit peu la première, on a retravaillé, c'était vraiment ce que je voulais faire, une sorte de diptyque comme ça, de référence. Et je vous laisse tranquille avec la Reine de Fer, hein, pour le coup, mais je vous remercie pour tous ceux qui ont participé à la campagne Ulule. Je voulais vous remercier, mais je vous parlerai un peu plus de la Reine de Fer dans une vidéo, et même de la Gardienne dans une vidéo, je pense, consacrée à cela dans les prochaines semaines. Et donc voilà, vous serez remerciés plus particulièrement dans cette vidéo-ci. Et je remercie tous ceux qui soutiennent les Trois Nornes, qui soutiennent ce projet, ça m'a énormément touchée parce que je reviens de Trolls et Légendes, pour tout vous dire, et j'ai été extrêmement émue, déjà du nombre de gens qui sont venus, je m'y attendais pas, qui attendaient la sortie et qui ont adoré le livre, et ça m'a énormément touchée, voilà, pour le coup. Et on va commencer tout de suite. Ne sortons pas les mouchoirs, à part nous moucher. Nous ne pouvons pas pleurer aujourd'hui. Alors, le book haul va être riche parce que j'ai plein de choses différentes à vous présenter. On va peut-être commencer par le sublime du sublime. Celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai fait... Toi et moi, ça fait longtemps qu'on doit passer un moment ensemble. Ça doit être longtemps. En fait, cette lecture, je la repoussais beaucoup parce que dans ma tête, c'est con, mais c'est pareil avec Robin Hobb, il y a des auteurs qui soit n'écrivent plus beaucoup, soit sont décédés, donc ils ne peuvent plus écrire. Et donc, il n'y a pas grand-chose d'autre qui reste à lire. Et donc, les éditions Christian Bourgois m'ont envoyé les contes et légendes inachevés de J.R.R. Tolkien. Je ne les ai jamais lus, ça fait partie des textes que j'avais peur de lire parce que je veux garder certains textes. Et que mine de rien, même s'il y a des choses qui sont prévues de sortir et ce genre de choses, à un moment ou un autre, il n'y aura plus rien à lire de Tolkien, et j'ai très peur de ça. C'est l'édition donc brochée, une édition voilà classique, mais à l'intérieur vous retrouvez des illustrations. Je veux dire, c'est assez illustré en couleur, voilà. Pour le coup, comme ceci, à 26€, ce qui est quand même beaucoup plus abordable que un format comme en dur, voilà, en hardback, qui sont un petit peu plus chers. Donc c'est une réédition, hein, édition de Christopher Tolkien. J'ai tellement hâte, parce que voilà, je connais assez peu, voilà, cette période-ci, forcément, de la Terre du Milieu, et j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. J'attends juste d'être un peu plus en forme, d'être un peu plus reposée, mais je peux vous dire que retourner dans l'univers de Tolkien, j'attends ça depuis longtemps, surtout avec un texte inédit, parce que j'ai tendance à lire des choses que j'ai déjà lues, hein. Quand j'avais lu le Silmarillion et ce genre de choses, c'est des choses que j'avais déjà lues à l'adolescence, mais là on va partir vers quelque chose d'assez nouveau, et j'ai trop envie. On dirait que c'est les mages bleus qui sont représentés juste en bas, voilà, je sais pas si c'est eux ou pas, mais je pense qu'on va partir pour une chouette aventure. Sachez que franchement l'illustration, elle est très belle. Je ne sais plus, mais je vais quand même vous le mettre ici. Christian Bourgois m'avait envoyé le deuxième le deuxième tome du cycle de Gormenstadt, donc la suite de Titus d'Enfer, dont j'ai fait gagner un exemplaire sur Instagram. Voilà, je vous le mets ici, je vais vous en parler très prochainement, mais ça m'a détruite cette version 2. Mais Titus a été un coup de cœur au début de l'année, avec ce jeune homme qui est un espèce de noble, dont la naissance va bouleverser le monde entier, où il y a beaucoup de complots. Mais je vous le mets là parce que je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Les éditions Albert Michel m'ont envoyé La Croisière Bleue, dont je vous ai parlé mercredi en update lecture, donc de Laurent Genefort. Ça a été une lecture plutôt moyenne. J'ai aimé ce dont quoi ça parle, mais pas la façon dont c'est présenté. En fait, on est dans un univers un peu à la sauce steampunk, même si c'est pas du steampunk parce que c'est pas la fumée, mais c'est pas du dieselpunk parce que c'est pas du diesel. Là, c'est la cavorite qui est mise en avant. La cavorite, c'est une sorte de nouvelle qui a créé une nouvelle technologie antigravitationnelle. Et on part du présupposé dès sa découverte, qu'est-ce que ça va avoir comme implication dans le monde. Donc par exemple, moi je le qualifierais plus comme un recueil de nouvelles, parce que les histoires sont un peu tordu pour enfin se rejoindre, du moins qu'il y a une conclusion à la fin. Mais par exemple, le premier passage, ça parle du facteur cheval. Vous savez, c'est ce mec qui était postier et qui a construit un magnifique palais. Et donc là, il est en gravitation et ce genre de choses. Et ça se voit en fonction de l'évolution. On va avoir tout un passage où on est donc dans cette croisière bleue, dans cette espèce de train. À un moment, il y a un espèce de train où il y a un meurtre et voilà, faut élucider cette espèce d'agression, et ça met en avant les guerres entre les pays. C'est assez historique. Et à la fin, vous avez ce que j'ai aimé le plus dans le livre, le petit traité sur la cavorite qui explique un petit peu, d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue sociétal, tout ce que ça a comme implication. Voilà, c'est assez spécial. Pour le coup, moi, on publie tellement peu de steampunk, où genre, c'est vraiment frais comme univers, mais c'est surtout la façon dont c'est fait qui a été un peu... c'est pas une vraie histoire continue.
Voilà, c'est plus un concept qu'une histoire à mon sens, mais pour les gens qui aiment un petit peu tout ce qui est SF ou SF légère, là vous pouvez trouver des choses qui sont assez sympas à découvrir. Présenter un éditeur avec qui j'ai déjà travaillé en partenariat rémunéré, mais m'ont proposé d'être partenaire avec eux maintenant pour le coup, et faut dire que ça me fait extrêmement plaisir pour une seule chose, c'est que j'ai très peu de maisons d'édition, d'albums, d'illustrations, de BD, de manga qui travaillent avec moi, alors que je suis une très grande consommatrice pour le coup, et j'adore ça. Alors la BD c'est peut-être le genre sur lequel j'ai moins de connaissances parce que c'est un genre qui a coûté cher, donc quand j'étais jeune j'avais pas forcément les moyens, mais j'ai découvert tous les textes que j'ai découverts de cette maison d'édition m'ont bien plu, et donc j'ai choisi deux petites choses dans leur catalogue. La première, c'est un livre qui s'appelle Mecha Mickey, chez les humanoïdes associés, de Exa Eva et de Félix Laurent. À la base, c'est un fanzine. Alors, ils expliquent qu'il y a toute une aventure éditoriale après, qui a été rééditée, c'est en 4 tomes. Donc, c'est du noir et blanc à l'intérieur, avec un style assez particulier. Je peux vous dire que le dessin n'est pas forcément ce qui m'intéressait à la base, même si ça fonctionne bien, parce qu'il y a un côté assez enfantin qui est assez sympa, et il y a de l'action, il y a des bonnes idées sur les représentations, l'ombre, le noir et blanc, c'est bien joué dessus. En fait, c'est l'histoire d'un monde où il y a une sorte de malédiction. C'est-à-dire que les gens se changent en pierre. Et on suit la petite Nikki, qui est une jeune fille, qui a vu son père partir quelques années auparavant pour trouver une solution qui n'est jamais revenue. Et elle construit des robots. Et elle se décide, en fait, suite encore à la mort d'un des personnages du village, de partir à la recherche de cette solution. Mais ça va l'emmener beaucoup plus loin, je vais pas vous en dire plus. C'est entre la SF, le trope d'imaginaire un peu avec genre je pars pour une quête, machin. Mais c'est très sympa, il y a plein de peuples différents, et c'est drôle parce que c'est très enfantin sur les dessins, sur le début, mais c'est assez glauque sur ce que ça raconte, et ça promet plein de mystères. Genre à la fin du tome 1, là c'est vraiment une introduction, je suis en mode, ça présage de choses un petit peu compliquées, je pense, pour la suite, avec des grands méchants et tout ça. Mais j'aime plutôt, j'ai vraiment accroché l'univers, je l'ai lu en une traite. Et voilà, ça rappelle un peu le format manga sur le noir et blanc. Le format est très sympa à lire, transportable, j'aime beaucoup. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu à du manga à la française. Alors comme je vous dis, moi j'y connais rien en graphique, mais la façon du héros qui doit partir pour une quête et tout, c'est un peu l'esprit shonen hein, quand même. Et j'ai vraiment aimé ça. Et puis il y a de l'humour, et les bêtes, parce qu'il y a une espèce de bête sauvage dedans. Fait assez peur dans le texte, et il y a un vrai contraste entre les tropes de la fantasy et les tropes de la SF, je trouve. Et enfin en service presse, parce que j'ai plein de choses à vous présenter que j'ai acheté moi-même. Vous allez me prendre pour un glandu, vraiment, parce que je sais que c'est très connu, c'est simplement que c'est pas de ma génération du tout. Et comme je l'ai déjà expliqué en vidéo, moi j'ai pas du tout grandi avec des proches ou des parents qui étaient lecteurs d'imaginaire ou particulièrement geek ou ce genre de choses, pas du tout. Nous on regardait Rambo, et j'ai vécu une formidable enfance parce que j'adore Rocky Balboa et tout. Mais je dois dire que j'ai pris ce livre parce que ça faisait longtemps que j'en entendais parler, que ça fait partie un peu des classiques de l'édition, un peu de la pop culture, et le thème était fait pour moi, sachant que l'objet principal est actuellement en train de dormir juste là sur le lit. J'ai pris le Métal Hurlant, donc spécial chat. Donc Métal Hurlant, c'est une sorte de magazine qui est plutôt réputé pour ses BD et ses articles, souvent autour d'un thème. Et donc là, nous sommes sur les chats, nos meilleurs amis, et nos meilleurs ennemis parfois. C'est clairement, alors avant toute chose, ça a l'air mignon, c'est clairement pour les adultes, hein. Que ce soit les représentations, il y a des trucs très glauques qui font assez peur. En fait, c'est plein de recueils de BD, je sais pas si on peut dire ça, mais plein de petites BD très courtes sur ce thème des chats, mais vous allez autant avoir des choses qui sont un peu enfantines et gentilles, que des trucs hyper glauques, que des trucs plus historiques, que des trucs plus fantasy, que des trucs plus SF, que des trucs plus horrifiques. Bref, même quasiment plus olé olé quand il faut. Et c'est très chouette, et c'est parsemé en fait d'articles. Donc vous avez sur des figures, par exemple du jeu vidéo, avec ce jeu vidéo qui a mis en avant un chat très récemment. Vous avez la représentation des chats au cinéma. Là, c'est par exemple Chat du futur et d'ailleurs, donc ça doit être les chats dans la SF et ce genre de choses. Donc avec ce genre de mise en page. Et je vous montre des choses où il n'y a pas trop de olé, voilà. Mais là, par exemple, vous avez du noir et blanc, mais vous avez des BD très colorés aussi. En fait, c'est cool parce que ça permet de découvrir le travail de plein d'artistes en même temps sur une même thématique, et c'est drôle de voir comment les gens interprètent. Genre, il y en a une, par exemple, où il n'y a pas de paroles, par exemple, mais c'est juste du dessin, et en fait, c'est des planètes chats. Voilà.
C'est très très beau. Il y a vraiment des styles que j'aime beaucoup, mais il y a des styles où ils font un petit peu peur. Et les morales souvent sont très cruelles. Donc j'étais comme ça dans mon lit en mode. Je suis un peu mal à l'aise de voir les chats comme ça, mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Et je pense que je me prendrai d'autres choses de ce magazine-là parce que j'ai vraiment aimé découvrir la BD par ce rapport-ci, avec des petites vignettes et pas forcément avec des grandes histoires. Et vraiment très 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 cool. Et l'édition est très sympa, genre c'est très coloré, ce genre de choses. Il y a vraiment un esprit magazine qui est cool. Alors là, on va passer à mes petits achats. Alors j'ai acheté un peu de tout. Je vais vous les prendre un peu dans l'ordre vers lequel il me tombe dans la main. Alors celui-ci, je l'ai acheté à Bondu. Alors comme je vous dis, et c'est peut-être pour ça aussi, c'est un engagement, on va en parler la semaine prochaine dans mon rapport à Booktube. J'ai pris des décisions pour la chaîne, voilà, qui sont pas forcément toujours appréciées, mais j'ai envie de mettre en avant plus l'indépendance parce que déjà, je m'ennuie beaucoup dans les textes qui sortent, on va dire, un peu mainstream. Je pense que j'ai fait un peu de tour de ce genre de texte-ci et j'ai besoin un peu de challenge. Et surtout, j'ai envie de soutenir des éditeurs, soit que je vois souvent au salon, soit parce qu'ils ont des valeurs que j'aime bien, soit parce qu'ils sont sympathiques. Et donc, je me suis pris le dernier livre de L'Homme sans nom, donc La ville au plafond de verre de Romain Delplanque. Très jolie édition, voilà. Je l'ai tout simplement pris, sans savoir vraiment de quoi ça parlait, parce que je parlais un peu avec l'éditeur. C'est juste, en fait, le principe, c'est comme la Reine de Fer, comme la Croisière Bleue, c'est le fait qu'il y a une technologie, il y a quelque chose qui a bouleversé le monde, et là, au lieu que ça soit du steampunk, donc avec la fumée, là, on est sur du verre, la technologie du verre. Je pense qu'avec une ville qui va, mine de rien, avoir un peu de mal, hein, parce qu'il y a du feu et tout. J'ai commencé il y a 2 jours, mais j'ai pas eu le temps de lire hier soir parce que je faisais les colis jusqu'à extrêmement tard. C'est plutôt sympa le style pour l'instant, j'accroche, et plutôt accroché à l'univers. Voilà, où on place les éléments, où on voit qu'on est dans une situation politique un peu compliquée. Donc, à voir pour le coup, avec des jeunes hommes qui sont appelés au front pour combattre, et il y a déjà un peu des messages politiques dedans. Mais c'est un tome unique a priori, je vais me faire mon avis dessus, mais j'ai très hâte de le lire pour le coup. Je le prends parce que il va me libérer un peu de place. Je me suis pris le 4e tome de Demon Slayer à Rue des Livres parce que je l'ai vu. Donc le 4e tome, vous savez, des éditions Démon, qui sont des éditions Piliers, pardon, qui sont ces grandes éditions. Moi je suis un peu... pourtant je suis un rat dans la vie, mais j'ai des plaisirs de non-rat. C'est-à-dire que moi les mangas maintenant je veux quasiment lire que sur des grands formats parce que j'apprécie beaucoup plus, je suis beaucoup plus immergée, j'ai pris cette intégrale 4 qui était très sympa, surtout que c'est des épisodes que je n'ai pas encore vus en animation, donc là je découvre, et de toute façon cette intégrale 4 va parler énormément de la fin de la saison 2 qui m'a brisé le cœur, mais là on retrouve des nouveaux personnages. Moi, Demon Slayer, ça me fait beaucoup rire avec ce chasseur, donc pourfendeur de démons qui essaye de sauver sa sœur. Mais là, il y a les grands méchants qui sont présentés et tout. Mais j'ai très très hâte d'avoir le 5. Il sort au mois de mai normalement. Ensuite, je me suis pris à donc Troll et légendes ce week-end, un livre que je vous ai déjà présenté, un peu son frère, c'est-à-dire que c'est pas une suite, mais c'est un recueil qui était un peu coupé en deux. Donc, Crépuscule, je vous avais présenté Aube il y a pas très très longtemps de ça, donc Nouvelles de l'Ouest, c'est chez les éditions Libresse, qui est une maison d'édition belge, dont je croise très très souvent je fais un salon, et j'avais été très agréablement surprise par le premier tome, parce qu'en fait c'est des nouvelles donc horrifiques, inspiré du Far West, donc fantasy. Je vous avais présenté dans Aube le fait que la première nouvelle, déjà moi je suis d'une autre génération que cette génération-ci, mais j'ai compris à la fin que ça parlait de la petite maison dans la prairie, parce que j'avais pas compris au début Kingal c'était la petite maison dans la prairie, mais j'ai dû voir ça quand j'avais 3 ans, tu vois, donc je n'avais plus grand souvenir, mais où c'est un truc un peu gore et tout, et il y a des bonnes... En fait ce qui est sympa c'est que t'as plein d'auteurs différents, c'est assez mixte dans les représentations, et ça permet d'aborder l'horreur sous plein de genres différents. T'avais à un moment, t'avais des Far West très historiques, voilà, avec de l'horrifique et tout, et tu avais du Far West plus Westworld par exemple, ou ce genre de choses. Donc là j'ai envie de savoir ce que ça va donner, sachant que Crépuscule a priori était encore un peu plus sombre, donc je pense que ça va encore découpé. Pour le coup c'est de la vraie horreur, parce que genre c'est un truc que j'entends souvent en salon, genre je fais de la dark fantasy ou je fais de l'horreur, et quand tu regardes un peu, voilà, on n'a pas la même définition de ça. Là si c'est comme dans le tome 1, ça va gicler dans tous les sens quoi, mais c'est ce qu'on demande, voilà. Et c'est le genre de projet que je veux soutenir, parce que pour moi c'est le propre même de l'indépendance, de proposer des choses à contre-courant et être original, et c'est exactement ce que ça propose. Ensuite, alors celui-ci, je voudrais remercier encore la personne qui me l'a offert. Alors je vais pas dire ton nom parce que je sais pas si tu veux
que les gens connaissent ton nom, mais tu es souvent en live sous le pseudo de Lilou. C'est Lilou qui m'a offert donc les chants de Newing d'Émilie Kerbalek, dont j'avais lu Les Sentiers de la Recouvrance, que je voulais découvrir. Et c'est un peu son texte majeur. Il a même eu un prix, je crois, d'écologie et ce genre de choses. Donc à découvrir. Je suis très contente, ça m'a énormément touchée, Lilou, que tu me l'offres, voilà. Et je le lirai sous peu, je pense aussi. Ensuite, là, pareil, c'est un livre, je l'ai pris la suite parce que le tome 1 était très sympa et qu'en ce moment, j'ai pas envie de lire des trucs trop compliqués et que je soutiens l'autrice qui a toujours été très gentille avec moi en salon. Et le seul truc, c'est que je suis dégoûtée parce que le libraire du salon a vendu des livres qui étaient abîmés. J'ai un peu de mal parce que, du genre, moi, quand ça m'arrive en salon, je trie, tu vois. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais je fais quand même gaffe, du genre, ça, moi, je propose pas ça à la vente, tu vois. Mais c'est Persona, le tome 2 donc de Yelena. Persona, c'est un univers qui s'inspire un peu des romans, moi je trouve gréco-romains, avec... il y a un côté salaud gentilhomme parce qu'on suit une troupe de jeunes qui ont des dons et qui vont être payés dans le premier tome pour une mission. Et donc là, à la suite du premier tome, on a l'impression que l'histoire va vraiment démarrer, il y a des nouveaux enjeux. Je crois que la jeune fille, elle peut changer de corps. Je crois qu'elle est métamorphe, ça fait quelques mois que je l'ai lu, mais très envie de le découvrir pour le coup, et c'était pour la young adulte, j'avais bien aimé, parce que l'univers est sympa, est original, et en plus, ça bouge pas mal, c'est dans l'action, alors ça a des tropes de la young adulte que j'aime moins, mais voilà, à découvrir, sachant que je crois qu'il est en 4 ou 5 tomes, donc ça va pas être non plus une série hyper longue à suivre. Là, j'ai craqué parce que, pour tout vous dire, j'en avais parlé sur le live, mais pour Troll et Légendes, il y a un truc qui m'a un petit peu dégoûtée, et ça m'arrive très souvent, et c'est des opportunités par lesquelles je ne passe pas à cause de mon métier, mais j'étais invitée au petit déjeuner Albin Michel pour manger avec cet auteur dimanche, sauf que c'était pendant le salon et que je ne pouvais pas malheureusement parce que je travaillais. Je me suis pris donc le petit Robert Jackson Bennett, donc Les Maîtres Enlumineurs, le tome 1, avec une petite dédicace. Et je dois vous dire que j'ai parlé un anglais tout à fait compréhensible. Il a tout compris. Donc j'étais contente pour le coup, et comme ça je vais pouvoir tester un petit peu voilà, son livre. Et c'était très drôle parce que je disais que j'avais lu La Cité des Marches, et lui il me disait que j'avais beaucoup aimé, et qu'il me disait que c'était bizarre pour lui parce que c'est un texte qu'il a écrit il y a quelques années, en 2015 je crois, et que il a l'impression de reparler du passé d'une certaine manière. Mais j'ai très très hâte. Alors, Une magie comme vous ne l'avez jamais lu, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait pas prendre ce livre avec haute estime à la base, que cette forme de magie a déjà été vue, mine de rien, c'est pas quelque chose de novateur, mais que c'était plutôt sympa à lire. Voilà, faut pas que je parte avec du genre c'est l'auteur du siècle, mais on va garder ça en tête. Et je vais vous présenter, parce que dans un des rares jours de congé que j'ai eu ces derniers mois, je me suis rendue à Paris, pour tout vous dire, pas pour acheter des livres, pour acheter des interrupteurs. Ça n'a aucun sens, mais je suis passée par la librairie Gilbert Joseph, et je me suis pris quelques petits livres en occasion. Voilà, c'était un peu mon pèlerinage. Quand je vivais à Paris, j'achetais beaucoup là-bas. Je me suis pris donc le premier tome, parce qu'il y a le quatrième qui sort pour les Imaginales, je crois, de Patricia Dionnet, donc L'enfant de poussière. C'est le cycle de Sif. Alors, vous m'en avez parlé à toutes les sauces. Arnaud Cazelle m'a dit, lis-le. C'est quand même un chef-d'œuvre de la littérature, parce que l'auteur vit en France en plus, et tu dis tu vas aimer, si t'as aimé l'ascenseur royal et tout, ça prend son temps, mais tu vas aimer. Je pense que c'est une vieille fantaisie, et c'est surtout c'est un cycle qui date, et donc le quatrième tome que les gens attendent depuis très très longtemps sort prochainement, donc je me suis dit bon allez, histoire d'aller se tenir à jour, et puis je vous écoute, je vous ai compris, voilà, je vais me lire ça, c'est une petite précasse quand même, mais j'ai hâte de me relancer dans de la fantasy. Bon, la couverture est pas terrible, voilà, ce sont pas fichés chez Folio, mais quand même hâte de le découvrir et de retrouver un peu des univers où on suit des jeunes personnages, voilà, dans leur formation, moi j'aime beaucoup. Je me suis pris de la Cozy Mystery. Voilà, j'ai testé un autre univers. Il y a 4 tomes qui sont sortis voilà, depuis. C'était sympa, c'est pas mon préféré, mais je pris donc Sa Majesté mène l'enquête, donc Bal tragique à Windsor, qui suit un univers en fait où... lui, c'est assez pro Reine Elisabeth, hein, donc voilà, c'est assez triste quand on le lit maintenant, parce qu'en plus, ce tome 1, elle parle de la mort pas du roi Philippe et du prince Philippe, et bon voilà, vu tout ce qui s'est passé entre deux, c'est un peu triste, mais en fait la reine Elisabeth a un rôle prégnant, c'est-à-dire que elle enquête avec Rosie, donc une de ses employées, pour résoudre des mystères voilà, là c'était à Windsor, où on retrouve un homme tout nu,
dans un placard, un homme russe, et donc est-ce qu'il y a eu complot, est-ce qu'il y a eu des choses un peu particulières. Voilà, c'est de la cozy mystery, mais avec un vrai côté enquête. On mise moins sur les personnages et plutôt c'était sympa. Voilà, j'attends, le premier tome était très introductif, mais ça parle vraiment de l'Angleterre pour le coup, et je trouve beaucoup plus sociétalement parlant et ce genre de choses. J'étais contente de voir Elisabeth résoudre des crimes, voilà, ça m'a fait plaisir. Et le dernier, donc c'est plutôt une duologie que je me suis pris. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce texte-ci, parce que je ne sais même pas de quoi ça parle. Je sais pas, c'est les couvertures, je me suis dit, oh là là, ça réveille en moi un instinct Gmail, ça réveille en moi du genre du Conan, tu vois, je sais pas. Les couvertures, elles sont très viriles, elles sont très du genre on va se battre, quoi. Et en même temps, le titre, c'est un peu comme Guerre et dinosaures, c'est mage de bataille, voilà. Moi, je suis une personne simple. Si on me met un titre qui claque, je prends. Et donc, c'est de Peter A. Flannery. Donc, de quoi ça parle pour le coup, on ne sait pas dans tout ça. A priori, il y a une armée qui se bat avec une autre armée, une reine a besoin de mobiliser des hommes. On va suivre un jeune homme qui est le fils d'un mage de bataille qui est devenu fou et qui rentre à l'académie. Bref, ici va succomber à la folie, pour le coup, porté par son héros meurtri, condamné à se dépasser face au mal absolu. Voilà, ça a l'air d'être un grand succès. Je l'avais vu pas mal passer, notamment dans les pays anglophones. Donc, j'ai hâte. Ça a l'air de se batailler et tout. Pour le coup, là, moi, mage de bataille, je veux de la bataille. J'ai très très hâte. Je sais pas. C'est mon petit côté, j'avais envie d'un truc un peu bastonnade en ce moment. Et comme Abercrombie et tout, j'oublie tout le temps d'acheter. Je me dis, bon, ça va me faire découvrir un autre univers. Et j'avais très envie de le lire. Et là, il était vraiment pas cher, donc je l'ai pris. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes procuré ce mois-ci. Alors moi, j'ai un peu craqué le slip, pour le coup. J'en ai lu déjà pas mal sur ce que je vous ai présenté. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée.